Contrairement à ce que l'on peut croire, la voyance n'est pas un don réservé à une poignée de gens qui en auraient hérité d'un sinistre ancêtre. Non, il est possible pour n'importe qui de développer ce don en s'exerçant, mais il est vrai que cette faculté est plus ou moins développée selon les personnes. Si tu veux mon avis, s'il y a bien un rappeur qui s'est servi de ce don pour sa carrière dans le rap, c'est Future. Ce nom, il ne l'a pas volé, car Future a été visionnaire sur la trajectoire qu'allait prendre le hip-hop dans les années 2010. C'est ainsi qu'il a pu devenir non seulement l'un des rappeurs les plus importants de la dernière décennie, mais également l'un des plus influents. Quand on regarde son parcours, certains de ses choix auraient pu paraître étonnants, mais ces derniers se sont avérés hyper efficaces sur sa carrière. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les qualités et les choix de carrière qui ont permis justement à Future de perdurer et de devenir l'un des rappeurs les plus importants d'Atlanta et l'un des plus influents des 10 dernières années. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 101e épisode du Lifestyle Décodeur. J'adore vous faire des intros un peu bizarres comme ça, c'est super lourd. Bon, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur le 100e épisode. Vraiment, c'était génial. Et il y a quelque chose que j'ai fait dans le 100e épisode que j'aimerais vraiment renouveler, c'est mettre en avant des talents de la communauté. Et justement, avec le partenaire de cette vidéo qui n'est d'autre que Groover, on va renouveler l'expérience et on va faire même un petit peu mieux grâce à eux. Alors, si tu es un rappeur ou un chanteur, écoute attentivement ce que je vais dire parce que je pense que ça peut t'intéresser. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Groover? Groover, c'est une plateforme de promotion musicale qui te permet d'envoyer des sons à des médias, influenceurs ou professionnels de la musique pour avoir un retour. Alors, je sais à quel point c'est difficile lorsque tu es un jeune artiste amateur d'avoir un retour de professionnel et c'est justement pour ça que Groover a mis en place cette plateforme qui te permet d'avoir directement un retour d'un média, d'un influenceur dans la musique pour savoir un petit peu où est-ce que tu en es. Et justement, avec l'un de ces retours, tu peux potentiellement être diffusé dans l'un de ces médias, ce qui est plutôt lourd. Et justement, avec l'aide de Groover, on veut mettre un artiste réellement en avant grâce à la force de frappe de Iconic, mais aussi de Groover. Et pour ça, je mets en place un jeu concours. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour mettre en lumière cet artiste? Donc, il sera diffusé dans une vidéo d'un prochain LSD. Il apparaîtra dans la vidéo ainsi que ses réseaux sociaux dans la description et sur l'écran, bien évidemment. Il gagnera des Groovies, donc c'est une monnaie interne à la plateforme qui te permet de la dépenser et d'avoir un retour direct de médias. Tu bénéficieras aussi d'une campagne promotionnelle sur les réseaux de Groover. Donc, tu seras directement diffusé chez eux avec une campagne sur Instagram pour être visible. Et enfin, tu seras invité au podcast de Groover pour parler de ton parcours, qui tu es et faire ta promotion. Donc, pour jouer à ce jeu concours, voilà ce que tu dois faire. Abonne-toi bien sûr à la chaîne Iconic si c'est pas déjà fait. Suis-nous sur Instagram sur le compte Iconic et suis également le compte de Groover. Ensuite, tu vas sur le site Groover et tu t'inscris gratuitement et tu soumets ta musique là-bas. J'écouterai absolument tous les morceaux qui seront envoyés et je ferai moi-même la sélection du gagnant. Je vous laisse jusqu'au 19 novembre pour soumettre votre musique, après quoi je ferai ma sélection et le gagnant sera diffusé dans le prochain LSD. Tout est décrit dans la description, le lien du site Groover l'est également, donc je vous laisse participer et on se dit à la fin du mois. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut revenir sur Future. Sans plus attendre, on y va. Avant que la trap music n'ait envahi les clubs et les radios locales, le rap d'Atlanta était représenté par 3 mouvements. So So Def, le label de Jermaine Dupri, l'un des plus grands producteurs de cette culture. DTP, avec Ludacris à sa tête, le rappeur numéro 1 de la ville au début des années 2000, devenu depuis l'un des acteurs phares de la saga Fast and Furious. Et enfin, la Dungeon Family, le collectif composé entre autres de Outkast et de Goody Mob. Ce sont les premiers artistes à avoir mis la lumière sur Atlanta dans les années 90. On se rappelle d'ailleurs de ce que André 3000 avait déclaré en plein milieu des Source Awards au milieu de la guerre East Coast-West Coast, juste après avoir remporté un prix. Et les plus grands hits de la Dungeon Family ont été produits par Organized Noise, qui sont aussi les fondateurs de la Dungeon Family, composés de Ray Murray, Sleepy Brown et enfin Rico Wade. Au début des années 2000, Rico prend sous son aile un jeune hustler de la zone 6 d'Atlanta. Ce dernier prend l'habitude de venir au studio au point de faire partie des murs. Il assistera aux séances studio des plus grands artistes de la ville tels que Ludacris ou T.I. Ce jeune homme discret et ignoré de tous finira pourtant par devenir l'un des rappeurs les plus influents d'Atlanta. Tu l'as deviné, il s'agit de Future. I'm coming 848 for life, Dungeon Family, so it's real big, you know what I mean?
mixtape. Be looking for it. You don't like my style. Avant d'arriver au donjon, Future va traverser un certain nombre d'épreuves dont beaucoup de jeunes du même milieu doivent faire face. Future, de son vrai nom Nevadius Wilburn, est né à Atlanta le 20 novembre 1983. Alors depuis son enfance, il est surnommé Meathead. Alors Meathead, ça veut dire tête de viande. Apparemment parce qu'il avait une grosse tête, peut-être qu'il avait une tête balèze. Donc sa grand-mère l'a surnommé Meathead. D'après ce qu'on dit, c'est sa grand-mère, je sais pas. Mais en tout cas, il avait une grosse tête. Il est élevé par une mère célibataire qui travaille pour le 911, le service d'urgence américain. Et en ce qui concerne son père, bon, je te le donne en mille, il est quasiment absent durant toute l'enfance de son fils, au point même de ne pas figurer dans son acte de naissance. Et donc Meathead, avec sa grosse tête, est essentiellement élevé par sa mère et par sa grand-mère. En gros, par les femmes de sa famille, dans le quartier de Kirkwood, aka Little Mexico. Alors c'est pas du tout parce qu'il y a des Mexicains, non, c'est parce que c'est un quartier réputé pour la vente de dope, comme au Mexique. Le quartier se situe dans la zone 6 d'Atlanta, qui est connue musicalement, hein. Il y a beaucoup de piliers du rap d'Atlanta qui viennent de ce secteur-là. En proie à la violence et la drogue, l'enfance de Meathead est loin d'être glamour. À l'âge de 6-7 ans, un événement tragique d'ailleurs se produit dans sa vie. Des cambrioleurs s'introduisent chez lui, le bâillonnent, lui et tous les membres de sa famille présents. Et là où beaucoup de gens auraient été traumatisés par l'expérience, lui explique qu'il est passé à autre chose. Il en parlait dans une interview dans le magazine Rolling Stone, je cite, « Ce n'était même pas traumatisant. Je viens de ce genre de famille. J'ai dû passer à autre chose. » Lorsque Meathead, avec sa grosse tête, dit qu'il vient de ce genre de famille, il parle malheureusement de la violence et de la drogue, car nombreux sont ses proches qui ont sombré dans l'un de ses vices. Il fait lui-même ses premiers pas dans la rue à l'âge de 13 ans. Il traîne dans le quartier de Kirkwood où il revend sa dope aux junkies du coin. Au fil des années, ce style de vie est tellement devenu nocif pour lui qu'il en a perdu le nord. Déjà qu'il avait une grosse tête. Bon, j'arrête avec ça. Au fil des années, ce style de vie est tellement devenu nocif qu'il en a perdu le nord au point de négliger son hygiène. Live with my grandma when I was a kid. You sleep on the floor. You sleeping with all your drugs on you on the floor with your clothes on. You don't even take your clothes off. You sleeping in these same clothes for 3-4 days. Even your family look at you crazy when you go to the refrigerator. They know you like, look at him, he going in there, you know you ain't about that drink. En parallèle de la rue, Meathead place tous ses espoirs dans le basketball, sport dans lequel il excelle. Et d'ailleurs, c'est ce qui le motive encore à aller à l'école. Parce que bon, en dehors de ça, il se voit pas faire une carrière de docteur, si tu vois ce que je veux dire. Et du haut de ses 1m90, il se serait décrit comme étant un mix entre Dwayne Wade, car il était du genre à foncer sur la défense et finir au sol, et Kobe Bryant pour la détente. Maintenant, il lay-up plus des ballons, il lay-up des meufs, mon frère, direct. Lay-up this hoe. C'est pas moi qui le dis, il le dit lui-même. Vivre dans le hood, c'est rendre des moments tragiques ordinaires, tels que le deuil. Et justement, dans son adolescence, il perd un certain nombre de gens, dont l'un de ses oncles. Et donc, lorsqu'il assiste aux funérailles, sa grand-mère le présente à un personnage illustre d'Atlanta qui se trouve être son cousin. Son nom est donc Rico Wade, le fameux fondateur de la Dungeon Family et un tiers de Organized Noise. Ne sachant plus quoi faire de lui à 17 ans, sa grand-mère demande à Rico de le prendre en charge, de s'en occuper et faire en sorte de l'occuper parce que s'il continue comme ça, il va finir en prison. Et donc Rico accepte de s'occuper de Meathead et se met à enregistrer. Et c'est ainsi qu'il ira pour la première fois au donjon et qu'il enregistrera un couplet et un refrain. Mais en dehors de la bienveillance de son cousin, il ressent qu'autour de lui, beaucoup de négativité. Ça vient des artistes qui sont là. Alors selon lui, les artistes le voient comme un opportuniste étant donné que c'est le cousin de Rico, il est mis en avant et il a la chance de pouvoir enregistrer gratuitement. Et c'est justement ce qui va créer une forme de jalousie de la part des autres artistes. Et après avoir enregistré ce couplet et ce refrain, Meathead décide de retourner au quartier parce qu'il sent qu'il est vraiment pas le bienvenu dans le studio. Donc il retourne à Kirkwood et 3-4 mois plus tard, un autre des oncles de Future décède. Et donc il retourne aux funérailles et revoit Rico là-bas et ils ont une discussion. Et Rico lui explique qu'il a fait écouter son couplet à bon nombre de gens et les gens ont beaucoup apprécié ce que Meathead a fait. Et il lui propose de revenir au studio. Et ça tombe bien parce que Meathead en a carrément marre de Kirkwood, il veut se casser de là-bas et donc il décide que cette fois-ci, il retourne au studio et c'est pour de bon. À partir de là, le sofa du studio est devenu son lit. This time I was like, man, I go to his house, I'm never going back to the neighborhood.
So I went over his house and I never went back for like a whole year. I just stayed at his house. Et c'est ainsi que le jeune de Little Mexico a commencé à faire partie des murs du studio de la Dungeon Family et qu'il observe tout ce qui s'y passe attentivement. En plus d'enregistrer et d'y travailler sa musique, il assiste aux séances studio des plus grands artistes de la ville. Pour Rico, qui connaît déjà un succès phénoménal, la présence de Meathead est un moyen pour lui de rester connecté à la rue, à ce qui se passe, ne pas être décalé par rapport à la jeunesse. De plus, Meathead s'avère être un excellent team player. Lorsqu'il a une bonne idée, il n'hésite pas à la donner à l'un des artistes avec lesquels son cousin travaille. He might have be there when so humble. So I'm working on something. He might have an idea. I said, we're gonna use that for Luda. He's like, cool. Not, man, you're taking my song. And guess what? He never talks about it. Never. I told Luda when Luda was in the studio with him, I said, you know, that's me hit. Et oui, contrairement à ce que l'on peut croire, le rappeur d'Atlanta a fait preuve d'une grande humilité au début de sa carrière et surtout ça a été quelqu'un qui observait attentivement ce qui se passait. Et c'est comme ça qu'il a pu apprendre un maximum des artistes venus enregistrer au studio. Et surtout, il a beaucoup appris de son cousin en restant dans son ombre. Et ce dernier lui a bien rendu. Since my family was like, well, I'm gonna give you the game, I'm gonna give you everything I know. Au milieu du succès d'Outkast, Rico Wade présente la seconde génération de la Dungeon Family, avec le groupe Da Connect dont Meathead fait partie. En vrai, il a pas une si grosse tête, Future. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Meathead, parce qu'il avait une grosse tête. Enfin bref. Au vu de son talent et de son éthique de travail hors du commun, il est clair pour la plupart des gens qui traînent au donjon que le petit cousin de Rico Wade représente l'avenir de la Dungeon Family. Et c'est ainsi que le nom Future va être ajouté à son blaze Meathead, avec sa tête balèze là. Malheureusement, la sauce ne prendra jamais avec la Dungeon Family et son cousin aura d'ailleurs du mal à le digérer. Yeah, this shit it might not happen the way we want it to happen. To the point where it hurt me that he really blew up without me producing it. But it ain't like I didn't try. It wasn't like I went near doing it. But I told him, I was like, fuck, my beats just ain't ghetto enough right now. Mais la chose positive, c'est que dans les années 2000, Future finit par trouver sa propre identité musicale. Il s'éloigne donc un petit peu de l'ADN de la Dungeon Family et se rapproche de ceux qui lui ressemblent vraiment, la rue. Entre 2005 et 2010, la trappe commence à faire petit à petit son trou à Atlanta et Future s'y retrouve davantage. Et c'est dans cette période qu'il développe un style unique entre rap et chant. Dans la foulée, il fait la rencontre de Rocco, un hustler devenu businessman et rappeur qui est impressionné par le talent de Meathead, The Future, grosse tête, le futur. Ce dernier partage beaucoup de points communs avec Rocco et c'est ainsi qu'il décide de produire le jeune rappeur de la Dungeon Family et ils finissent même par signer avec Epic Records. D'ailleurs, si tu regardes attentivement le clip de Rocco I'ma Do Me, tu y verras Future. Tu me crois pas? Regarde. D'après les dires de Rocco, c'est lui qui va pousser le rappeur de Kirkwood à laisser tomber le Meathead et à garder Future avec la vraie orthographe. Par contre, il avait compris quelque chose, c'est que Future, c'est le futur. Et plus de 10 ans après son premier passage chez Rico Wade, Future a son premier hit. Alors, comme tu peux le constater, on est loin du sound de Organized Noise. On pourrait presque se demander qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on peut parler de sa vision du futur façon Raven. Right on. En fait, Future a bâti son buzz à coups de mixtape. Avant le premier hit, il balance 3 tapes, dont Dirty Sprites. À l'écoute de ses premiers projets, tu ressens grave l'influence de Lil Wayne dans ces années-là. Comme je te l'ai dit dans mon LSD sur Lil Wayne, LSD 100, si tu l'as pas vu, t'as rien vu. Et justement, à cette époque-là, tout le monde était très influencé par Lil Wayne. Et c'était le cas de Future. Mais au fur et à mesure des projets, on sent qu'il se détache de cette influence pour trouver sa propre voix, mais surtout son propre public. D'ailleurs, il avait tellement de buzz grâce à ses mixtapes que lorsque le single Racks on Racks est sorti, les gens pensaient que c'était son morceau. Or, il n'était qu'en featuring. Extrait. Et lorsqu'on arrive donc sur le morceau Tony Montana, son premier gros hit, on est sur quelque chose de très original pour l'époque que peu de gens comprennent. Et quand je dis peu de gens comprennent, je parle au sens littéral du terme. Peu de gens comprennent ce qu'il raconte. Et c'est pas que moi le francophone, c'est les Caries. Ils avaient pas l'habitude de ça. Everybody that I know love Tony Montana. You know what I'm saying? But we all too on the same note.
we don't know what the fuck you talking about in the song and everything. En fait, la raison est simple. Future est complètement défoncé lorsqu'il enregistre ce morceau. I remember being so fucking high on this song. Cause I was in like my mouth I couldn't even open my fucking mouth. Et c'est ainsi que le mumble rap a été créé. Sensational. Enfin, je sais pas si c'est le premier morceau de mumble rap, mais c'est définitivement l'un des premiers, et c'est probablement celui qui a le mieux marché à cette époque-là. D'ailleurs, je me rappelle, lorsque le single Tony Montana est sorti, j'étais encore dans un délire très scouter de jeunes artistes, tu vois ce que je veux dire? Je cherchais toujours les nouveaux rappeurs, et j'étais devenu fan de Future parce que je trouvais ce single ultra ouf, ultra original par rapport à ce qui sortait à l'époque, et tous mes potes détestaient ce morceau. Ils détestaient Future, ils trouvaient que ce rappeur était éclaté. Coucou Double Zulu. Et aujourd'hui, on voit que c'est une grosse référence. Et j'étais un visionnaire, moi, à l'époque. C'était pareil pour Future, A$AP Rocky. Frère, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, ce soit moi qui fasse des LSD, frère. J'avais la vision du truc. Bref, à l'époque, les gens détestaient ce single. Et je me rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, la barre de dislike était grave visible sur ce single. Mais aujourd'hui, les gens l'adorent. Tu sais comment ça se passe, hein. Et c'est vraiment avec ce single que j'ai vu que Future était un visionnaire. Drake a ensuite participé au remix, ce qui a donné une plus grande exposition au single. D'ailleurs, blague à part, j'ai compris sur le tard ce qu'il voulait dire quand il disait astronaut. En fait, il dit astronaute, astronaut. Mais il le mâche tellement ces mots que j'entendais Ashkenaz. Non, c'est vrai, franchement, j'entendais toujours Ashkenaz. Je me dis, mais pourquoi il écrit à chaque fois Ashkenaz? Il est pas des Caraïbes, lui? Bref. À ce moment-là, Future est un spécimen pour beaucoup. Une créature autotunesque aux airs de chanteur de dancehall. Je n'ai jamais entendu personne en parler, mais au début de sa carrière, Future, il avait pas grave des points communs avec des chanteurs de dancehall. Alors, je suis pas un grand expert de cette culture. D'ailleurs, shout-out à Specta, il va peut-être m'orienter, mais vraiment, lorsque Future est arrivé, il me faisait penser à un chanteur de dancehall. Alors, physiquement, mais aussi au niveau de sa manière de chanter. Je te donne des exemples et tu me dis si j'ai raison. Prenons le single Turn on the Light. L'un des singles pour moi où c'est le plus flagrant. Sa gestuelle déjà. Ensuite, son timbre de voix légèrement cassé qui nous rappelle les chanteurs de reggae. Et en plus de ça, comme les chanteurs de reggae, ils rappent et chantent en même temps. Alors à l'époque, c'était novateur. Et la manière dont ils chantent et rappent en même temps, en plus d'avoir cette voix légèrement cassée, moi, ça me faisait penser aux chanteurs de reggae dancehall, tu vois. Et plus globalement, son physique, on va pas se mentir, il est grand, mince, avec des locks. Frère, moi, il me faisait penser à Vybz Kartel. Je force un peu, mais franchement, il me faisait penser à un chanteur jamaïcain ou un chanteur congolais. Bref, mais au fil des projets, cette ressemblance avec les chanteurs jamaïcains s'est estompée pour moi. Tout ce que je dis là, ça n'engage que moi, c'est ce que je ressens, d'accord? Vous me dites en commentaire si vous avez ressenti à l'époque la même chose. Donc dès le départ, il était difficile de mettre Future dans une case. Est-ce que c'est un chanteur? Est-ce que c'est un rappeur? Non, il fait les deux. Et c'était pas du tout comme Drake. Drake, lorsqu'il rappe, il rappe, et lorsqu'il chante, il chante. Lui, c'est vraiment mélangé. De plus, c'était le second artiste après T-Pain à avoir fait de l'autotune un outil permanent de sa musique, à tel point que certains disaient qu'il avait volé le spot de T-Pain. D'ailleurs, ce dernier l'a attaqué en disant qu'il ne sait pas utiliser l'autotune. Depuis, il s'en embrouille et ça ne s'est jamais arrangé. Et donc après nous avoir tabassé de mixtape, il nous sort en 2012 le premier album, Pluto, dans lequel tu retrouves des hits comme Same Damn Time, qui m'avait d'ailleurs traumatisé, surtout le remix avec Ludacris et Diddy. Impossible de faire un remix sans Diddy. Dommage que les choses aient tourné au vinaigre entre les deux là, juste pour de la vodka. Et il y avait aussi l'excellent single dont j'ai parlé un peu plus tôt, Turn on the Light. Et c'est justement ce type de morceau qui montre la polyvalence de Future et la manière dont il est capable de mélanger les genres. Et je le répète, à ce moment-là, c'était clairement pas courant. En effet, le rappeur était aussi bien performant sur des morceaux rap que des morceaux R&B. Et quand je dis performant, c'est pas seulement dans le chant, même dans l'écriture. Par exemple, il a écrit le morceau Body Party pour Ciara, qui était sa femme à l'époque. Et il est même en featuring sur le morceau Lovey de Rihanna. En 2-3 ans, Future venait de poser les bases de ce que sera le hip-hop dans les 10 prochaines années. Alors, il n'était pas tout seul, mais il faut dire qu'à lui tout seul, quand même, il a fait beaucoup du taf. Et donc, on peut résumer ça en street banger avec de l'autotune, beaucoup de chants, et ça parle bien sûr de sex, money, drugs. Bon, ça, il l'a pas inventé, mais c'est le mélange de tout ça qui fait Future. Bien qu'il soit en pleine ascension en termes de succès commercial, Future a quelque peu déçu sa fanbase avec Pluto. La raison, il cherche à draguer davantage les radios avec ce CD plutôt que la rue qu'il a porté au sommet.
Après avoir enchaîné les mixtapes pendant 2 ans, Future revient en 2014 avec un nouvel album, Honest, dans lequel tu retrouves des morceaux comme Move That Dope ou encore I Want avec Kanye West. Un album objectivement meilleur que Pluto, mais qui reste différent de ses mixtapes à plusieurs égards. Et c'est justement l'effet escompté lorsqu'on est artiste, créer l'événement avec un album. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Future? Je vais sortir des mixtapes qui me ressemblent vraiment et je vais donner une version brute de moi-même. Et lorsque je vais sortir l'album, je vais mettre les petits plats dans les grands en invitant les plus grands producteurs et les artistes les plus réputés de mon carnet. Voilà ce qu'il se dit. Sauf que, très souvent, ça plaît moins au public. Et en tête, j'ai plusieurs exemples qui me viennent. Des artistes qui ont percé dans la même période que Future et qui ont justement fait cette transition mixtape-album. Tout d'abord, Wiz Khalifa, avec sa mixtape Kush and OG, considérée comme un classique par les fans. Et donc, juste après cette mixtape, il sort Rolling Papers, qui a connu un franc succès commercial. Mais à titre personnel, j'ai préféré Kush and OG à Rolling Papers, qui était pour moi trop commercial, ok? Ça n'engage que moi, mais le succès commercial était au rendez-vous. Donc, c'était une grosse réussite pour Wiz. Après, il y a l'exemple de Lil Durk, que j'ai présenté dans une vidéo il y a quelques semaines. D'ailleurs, va voir son LSD si tu l'as pas vu, tu rates quelque chose. Contrairement à Wiz, il a floppé avec ses albums format Def Jam et il a dû donc retourner dans la rue avec des mixtapes pour trouver le succès. Et pour ce qui est de Future, cette approche d'artiste signé n'a pas fonctionné à 100%. Alors oui, il a eu des très gros singles, mais pour ce qui est du succès de l'album même, c'était plutôt mitigé. Il ne faisait pas des premières semaines monstrueuses. Et le processus de création lui plaisait moins. Il devait composer avec plus d'artistes et penser constamment au format radio. I wasn't disappointed with Pluto, but I knew I could have did it a different way. It sounded like the label made you do that album. Like it wasn't even the label because I feel like at the end of the day, like right now, I'm not taking no advice. A lot of records that was commercial that I'm trying to chase that lane. It just I was doing it, taking advice, thinking this the way I need to get it, this the way I need to do to have success. When you probably just want to do it your own way. De plus, il avait beaucoup de featuring dans Honest, ce qui veut dire qu'il doit faire affaire avec des managers, des avocats, d'au moins 10 personnes. C'était un enfer pour Future, donc il a préféré laisser tomber tout ça et revenir aux bases. Et donc après ça, Future décide de choisir une approche qui lui ressemble davantage. Les mixtapes avec un tas de street bangers, sans se prendre la tête. C'est réellement à partir de là que Future rentre dans son prime en balançant mixtape après mixtape. Beast Mode, Atlanta Enemy, Monster, 56 Nights, FBG The Movie. Bref, toutes ces mixtapes-là ont fait monter un énorme buzz autour de lui. Il passe un cran au-dessus. Ce qui peut paraître étonnant lorsque t'es un artiste à album de revenir au mixtape. Mais justement, Future nous a montré que c'est souvent la bonne décision à prendre. Et là, je t'ai cité beaucoup de mixtapes, mais il faut savoir que Future enregistre énormément. Il passe toutes ses journées au studio et quand il sort du studio, c'est qu'il est avec une meuf en général. Donc voilà. Donc il passe sa vie au studio. Un gros bosseur. If you make a move and take 2 months off, yeah, another artist might come in, and I never went out to eat until I was in a relationship. What you mean you never went out to eat? You from Atlanta? They got some of the best restaurants in the I world. go to the studio every single day, never go out to eat. I had Christmas at the studio. We had Thanksgiving at the studio. Everything had to happen at the studio. D'ailleurs, lorsqu'il sort les projets, il ne choisit même pas les singles. Il les donne aux DJ et les DJ vont choisir les morceaux les plus chauds à jouer en club. Et c'est ainsi qu'on a eu de gros street bangers comme March Madness, Codeine Crazy, ou encore Fuck Up So Commas, qui a d'ailleurs fini dans son 3e album, DS2, qui veut dire Dirty Sprite 2, qui est selon moi son meilleur album. Et donc ce 3e album fera un bien meilleur démarrage que les précédents, en se plaçant à la première place des Billboards avec 151 000 copies vendues la première semaine. Et justement, lorsqu'on lui demande comment il a approché le processus créatif de cet album, il dit comme une mixtape. C'est-à-dire un tas de street bangers, peu de featuring, à l'exception de Drake sur le morceau Where You At. D'ailleurs, est-ce qu'on peut prendre une seconde pour big up DJ Esco et Metro Boomin derrière qui dansent dans le clip? Ils me font plaisir, tu sens l'énergie positive. D'ailleurs, sans eux, le clip ne serait pas pareil. Franchement, tu les vois en train de dab comme ça, en train de faire des phases comme ça. C'est incroyable, les gars. C'est ça qu'on veut, c'est cette énergie-là. C'est un petit peu comme les backup dancers de Future, c'est énorme, je trouve ça lourd.
Avec ses projets, Future voulait absolument toucher à nouveau son public de niche qui se trouve à Atlanta, dans les grosses villes du sud. Donc toutes ces personnes qui vont dans les clubs, d'ailleurs pas que Atlanta, hein, même New York, les gens qui vont en club, qui aiment s'amuser, c'est ces personnes-là que Future veut toucher en priorité. D'ailleurs dans le morceau Slave Master qui se trouve dans DS2, il le dit. Donc Future il fait du son d'abord pour les trap niggas. C'est ça sa priorité. Donc Future a réalisé que le moyen pour lui d'avoir une longévité dans cette industrie, c'est de parler à cette audience qu'il connaît mieux que personne. Et surtout d'être populaire dans sa ville, qui était devenue le point névralgique du hip-hop. Et d'ailleurs, pour les trap niggas, Future est le plus grand rappeur. Grâce aux mixtapes gratuits, aux bootlegs des DJ et aux clubs. Parce qu'il faut savoir qu'en 2014-2015, les plateformes de streaming n'étaient pas développées. Donc les gens qui viennent du hood, qui veulent écouter de la musique, eh ben, ils vont voir les DJ qui bootleg, ils vont aller en club, ou alors ils vont réussir à se procurer assez facilement la mixtape qui vient de sortir. Et par exemple, quelqu'un comme Drake qui va sortir que des albums, il faut aller les acheter ou les télécharger illégalement. Tu vois, les trap niggas, ils ont pas le temps d'aller télécharger illégalement. Tu vois, ça va être des geeks en général qui vont le faire. Donc en fait, c'est pour ça que pour ces gens là-bas, eh ben, Future était le plus grand rappeur. Ceci d'ailleurs explique le commentaire de 21 Savage dans le podcast de DJ Academics. Like in Atlanta, it's a lot of niggas who you really can't tell them Future ain't bigger than Drake. Drake ain't really no big mixtape artist like that. How you got all your Drake albums, you probably really went in the store and bought them motherfuckers. Every Future album I ever heard was a bootleg. Et donc ce run avec les mixtapes a énormément influencé les artistes aujourd'hui. Ils ont compris que pour être un gros artiste, il n'est pas essentiel d'aller sur des albums. Tu peux rester longtemps sur des mixtapes même en étant l'un des plus gros artistes de l'industrie. Et donc c'est l'une des manières dont il a influencé les rappeurs aujourd'hui. Mais quand tu regardes bien, aujourd'hui Future les a influencés de tellement de manières. Et c'est pas toujours des choses positives. Il a glamourisé les drogues, Percocet, Xanax, Molly, Lean, toutes ces choses-là qu'il consomme. Il a clairement popularisé ça. Et d'ailleurs même son plus gros hit qu'il a sorti sans featuring, Mask Off, eh ben le refrain c'est clairement ça. Future, c'est pour moi l'un des rappeurs qui est le plus proche des rockstars. Tu sens que son style de vie est en train de l'auto-détruire, mais en même temps, c'est très glamour, en fait, entre la drogue et les femmes. Et ouais, parce que bon, Future, c'est connu comme étant le Toxic King. Là, je pense que je t'apprends rien. Lorsqu'il est avec une meuf, tu sais que dans les semaines qui vont suivre, elle va se transformer en baby mama. Parce que oui, Future a 8 gosses à peu près. Et aujourd'hui, lorsque tu regardes Future, il s'est calmé en termes de mixtape. Aujourd'hui, il crée l'événement. Il a eu son dernier projet High of Life où il y a eu le clip avec Drake. Et là, il vient de sortir un projet avec Lil Uzi Vert, l'un de ces jeunes Padawan qui a énormément appris de lui. Mais globalement, lorsque tu regardes les artistes, que ce soit de la génération SoundCloud ou encore les rappeurs street, tu vois qu'ils ont pris énormément de Future. Presque comme s'il avait vu ce qui allait se passer et qu'il a fait les choix adéquats pour se mettre dans ce rôle du patron. Mais par contre, on peut observer une chose, c'est que Future, c'est une icône culturelle. Icône à Atlanta qui influence énormément et des rappeurs comme Drake vont par exemple collaborer avec lui parce qu'il sait que Future va lui apporter cette espèce d'authenticité et que de son côté, Drake va pouvoir lui apporter cette force de frappe mainstream, ok? Par contre, Future en lui-même, c'est pas un artiste qui remplit les stades. C'est un artiste qui finalement reste niché par rapport à un Drake. Et justement, la question que je voulais te poser, est-ce que tu penses que Future peut aujourd'hui encore avoir l'impact d'un Travis Scott par exemple et remplir des stades entiers? Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. Sinon voilà, la vidéo est terminée, n'oublie pas de mettre un like, ok? On va essayer de passer la barre des 15 000 likes. C'est quand même Future, donnez-lui un maximum de love et moi aussi bien sûr, hein? Et d'ailleurs n'oublie pas de nous suivre sur Instagram, ok? On fait énormément de contenu là-bas, ça débat tous les jours, on a des contenus inspiration, éducation, news, bref c'est vraiment très lourd. Et aussi n'oubliez pas, le site Iconic va bientôt se lancer et les pré-lancements sont toujours disponibles. Pour rappel, vous avez deux offres. L'Il Prem qui vous donne accès au LSD en exclusivité sur le site, aux vidéos conseils. Vous avez une vidéo qui va arriver sur les contrats, vous avez une vidéo qui va arriver sur la direction artistique. Il y a une interview avec Tefa qui va grave vous inspirer et vous avez l'offre Major où vous pouvez directement échanger avec moi. Vous avez un code de promotion qui s'appelle Major, donc je vous laisse aller dessus. Donc je vous laisse en profiter. C'est jusqu'au 7 novembre à minuit. À partir de là, le code promotion ne sera plus disponible et moi, je ne ferai plus de code promotion. Il faut juste que vous remplissiez le petit formulaire, il y a un mot de passe, il y a aussi un pseudonyme que vous devez vous donner et ensuite à partir de là, vous prenez votre abonnement, d'accord? Et n'oubliez pas aussi Groover, notre jeu concours, donc c'est jusqu'au 19 novembre. Je compte sur vous. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Merci encore, on se dit à très vite. Cheers!